Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Ce lundi 11 octobre, à Ouagadougou, débutera le procès tant attendu de l'assassinat de Thomas Sankara. L'ancien président burkinabé est mort le 15 octobre 1987. L'ancien président Blaise Compaoré, principal accusé, ne sera pas présent selon son avocat. Mais 12 autres prévenus sont attendus à Ouagadougou pour ce procès qui résonne comme un espoir pour ceux qui veulent connaître les circonstances de l'assassinat de celui qui fut le père de la révolution burkinabé. Dans la deuxième partie de cette émission, nous nous pencherons sur un nouveau procédé qui prend de l'ampleur en Russie, la reconnaissance faciale, qui entrera en application vendredi dans le métro de Moscou. Un procédé destiné, selon les autorités, à faciliter le paiement des titres de transport, mais qui soulève de nombreuses questions sur la surveillance qui se généralise en Russie et donc sur la protection des données personnelles et la liberté des individus. Qui a commandité l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara le 15 octobre 1987 ? C'est à cette question que le procès qui s'ouvre lundi à Ouagadougou va tenter d'apporter des réponses. En plus des 12 prévenus qui seront sur le banc des accusés, l'ex-président Blaise Compaoré, jusque-là réfugié en Côte d'Ivoire, sera jugé par contumace. Gilbert Diendéré, son homme de confiance, qui purge une peine de 20 ans de prison pour tentative de coup d'État, sera lui aussi jugé. Tous sont poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Pour en parler, j'ai à mes côtés Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier, bonjour. Merci d'être là. Et à ma droite, Hassan Diop, spécialiste de l'Afrique à RFI. Bonjour Hassan. Bonjour. Alors avant d'évoquer ce procès, il faut revenir sur l'icône panafricaine qui était Sankara, un homme arrivé au pouvoir par la force. Qui est ce président du Burkina Faso en 1987, Hassan ? Alors ce président est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État qui avait été mené par Blaise Compaoré, qui était le patron, le capitaine d'un centre de formation de commando, le fameux commando de Pau. Pau, une ville du Burkina Faso. Alors, la figure de Thomas Sankara que l'on a apparentée, à tort ou à raison, à Che Guevara, c'était une figure à la fois nationaliste et surtout un contenteur, je dirais, du colonialisme. C'est-à-dire que l'objectif de Sankara, c'était d'affirmer une africanité dans sa totalité et surtout de couper le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. On était en pleine guerre froide. À l'époque, Houphouët-Boigny était l'un des grands ordonnateurs, si je puis dire, de la politique africaine, notamment en Afrique de l'Ouest. Et il est évident que Thomas Sankara va très vite se heurter, je dirais, à cette France-Afrique qui était incarnée par un certain nombre de chefs d'État de la région à l'époque, que ce soit Eyadéba, que ce soit Houphouët-Boigny ou peu ou prou Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Donc donc il a été fauché dans la jeunesse, il avait 37 ans, et donc il laisse effectivement l'image, surtout pour une jeunesse africaine qui ne l'a pas connu, l'image d'un héros, d'autant plus qu'aujourd'hui, toutes les idées qui étaient défendues à l'époque par Thomas Sankara, la lutte contre la corruption, l'inféodation à la France, etc. La liberté des femmes aussi, qui était importante. Exactement. Tout ça revient à la surface aujourd'hui, comme on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Gauthier Rybinski, ce procès pour assassinat intervient 34 ans après les faits. Pourquoi un tel délai ? D'abord parce que ça correspond peu ou prou ce délai au règne de Blaise Compaoré. C'est-à-dire donc Blaise Compaoré va prendre le pouvoir quasiment le lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara et que, évidemment, sur lui, vous l'avez dit, pèse de fortes présomptions et que le nouveau président ne va avoir de cesse que d'effacer le plus possible les traces, finalement, qu'elles soient politiques, affectives, morales, de la présence, du passage de Thomas Sankara au pouvoir. Et ceci explique cela. Deuxième facteur très vraisemblable, c'est le poids de la France. Le poids de la France, dont on dira plus tard qu'elle a peut-être joué un rôle dans l'assassinat de Sankara, même si d'un autre côté, un rapport assez complexe s'était établi avec François Mitterrand, notamment, qui appréciait une sorte de verdeur de Sankara, mais à condition que lui, Mitterrand, puisse toujours être supérieur à cette rébellion, à cet esprit de rébellion. Donc il y a ça aussi, peut-être, et puis forcément le fait que la déclassification des documents
français notamment, qui permettent aujourd'hui la tenue de ce procès, ou qui, disons, étoffent son fondement, eh bien ça aussi, il a fallu prendre du temps. Donc, vous voyez, il y avait un certain nombre de faisceaux convergents pour qu'il y ait ce délai, d'autant qu'au fond, la France, même si elle n'est pas directement impliquée dans l'assassinat, était assez contente de retrouver une forme de familiarité avec des dirigeants africains. Comme vous disiez tout à l'heure, Hassan, il y a des mâles, les Houphouët-Boigny, Bongo, etc., qui leur paraissaient beaucoup plus manipulables et dociles qu'un Thomas Sankara. Alors, il y a une déclassification, c'est vrai. Elle est ordonnée par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cherche Emmanuel Macron en déclassifiant tous ces documents ? Alors, c'est une décision qui... Est-ce qu'il a un objectif en tête ? Oui, c'est une décision qui ne date pas d'hier, mais quand vous voyez, par exemple, très récemment, le dialogue entamé avec de jeunes Algériens. Le dialogue entamé en ce moment au sommet de Montpellier, où il s'agit justement non pas d'inviter les chefs d'État, mais au fond d'inviter les futures élites africaines pour se dire si ceux-là, et il y a des chances, parviennent un jour au pouvoir, eh bien au moins j'aurai déjà un contact avec elles, avec ces élites, et qui sont aussi finalement peut-être, alors ça on va voir, il ne faut pas être pessimiste, mais peut-être une nouvelle mouture de la France-Afrique. C'est-à-dire que... Pardon ? Oui, et ça a été une promesse, la promesse de déclassification a été une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa fameuse visite en 2017 à Ouagadougou, sa toute première visite en Afrique subsaharienne, et il s'adressait principalement, là aussi, à la jeunesse africaine, et il avait eu des mots plus ou moins, il avait tourné en dérision d'ailleurs, leur chef de l'État, Kaboré à l'époque. Christian Kaboré, vous vous souvenez qu'il, justement prétextant le fait qu'il fallait une relation détendue avec l'Afrique, il y a eu plusieurs échanges comme ça, où quand le président burkinabé s'était absenté, voilà. Emmanuel Macron avait dit qu'il était parti réparer la climatisation, ce qui est toujours un peu compliqué. Voilà. C'est pas évident. Hassan Diop, 34 ans, c'est long. Oui. Est-ce qu'il y a une véritable attente du résultat de ce procès au Burkina Faso aujourd'hui ? Oui, alors, il y a une véritable attente parce que finalement... Et de la part de qui ? De la part de qui ? Alors, ce procès, il y a une véritable attente surtout de la part de la jeunesse. Cette jeunesse, notamment derrière le ballet citoyen, qui prétendent et qui se disent acteurs de la chute de Blaise Compaoré, qui voulait briguer un troisième mandat. Il y a eu une révolte populaire et finalement, il a fini par renoncer en 2014. Donc, le ballet citoyen, les membres de cette association ont véritablement fait pression pour que ce procès soit tenu. L'ONU a aussi fait pression à travers le comité des Nations Unies, des droits de l'homme de l'ONU. Évidemment, il y a la veuve Sankara, Myriam Sankara, qui a fait pression. Mais au niveau même de la population burkinabé, ce sont surtout les jeunes. Des jeunes qui, paradoxalement, non seulement veulent un procès pour savoir les contours de cet assassinat de Thomas Sankara, mais surtout dans leur tête pour faire le procès du régime de Blaise Compaoré, c'est-à-dire un régime qui les a, pour eux, brimés, qui les a déclassifiés, qui ne leur a pas donné de travail, un régime corrompu à leurs yeux, etc. C'est-à-dire tout ce que dénonçait Thomas Sankara en son temps. Alors qu'il y a moins d'attente, à mon avis, chez les adultes, chez ceux qui ont connu le règne de Thomas Sankara, qui était un règne révolutionnaire. Ils sont plus mitigés. Voilà, mitigés avec ses turpitudes, avec ses assassinats politiques. Les premiers assassinats politiques au Burkina Faso, c'était pendant les 4 ans de règne de Thomas Sankara. Ensuite, il avait déployé à travers le Burkina Faso des comités révolutionnaires qui semaient la terreur, comme à l'époque de la révolution culturelle sous Mao. C'est ça, il était même peut-être plus maoïste que marxiste, Thomas Sankara, dans sa démarche. Hassan, j'ai envie de rebondir avec vous sur Blaise Compaoré. C'est le principal accusé de ce procès. Il prend le pouvoir en 1987, après ce putsch sanglant, car d'autres personnes sont mortes avec Thomas Sankara. Que sait-on de sa responsabilité dans la mort du président de l'époque ? Alors, vous l'avez dit au début de l'émission, il est accusé d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres, parce que le supposé cadavre de Thomas Sankara ne sera découvert qu'en 2015, n'est-ce pas, dans une espèce de fosse commune. Les tests ADN n'ont jamais prouvé, en tout cas à ce jour, qu'il s'agissait des restes de Thomas Sankara. Toujours est-il qu'il y avait des détails, des uniformes, enfin des pièces qui attesteraient que c'était bien le cadavre de Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Finalement, on lui reproche d'être le cerveau, le commanditaire de ce coup d'État, puisque ce coup d'État lui a bénéficié. Et l'un des avocats de la partie civile dit que Blaise Compaoré, donc, qui est exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014 et qui a acquis la nationalité ivoirienne, même s'il n'est pas présent, la vérité éclatera. Ce qui veut dire peut-être que le dossier d'accusation est blindé et que par ailleurs, sa présence finalement ne sera pas utile
à la compréhension de la vérité. Et toujours selon ce même avocat, son absence finalement est un aveu de culpabilité. Est un aveu de culpabilité. Il faut souligner aussi un autre personnage de ce drame, de cette révolution de palais sanglante. En 1987, c'est celui qui est désigné comme le chef du commando, qui l'a assassiné, ainsi que ses 12 compagnons d'infortune. Il s'appelle Hyacinthe Kafando, et à l'époque, c'était le garde du corps de Blaise Compaoré, qui commandait donc ce fameux centre d'entraînement des commandos de Pau. Et il est aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire, lui aussi exilé, et refuse de se présenter au procès. Gauthier, très brièvement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès ? Ce que vient de dire Hassan, c'est-à-dire que c'est à la fois un règlement de compte avec l'histoire. Avec la période d'avant. Avec la période d'avant, celle de Compaoré, avec celle de la France, pour le cas où la France aurait donné un coup de main aux assaillants. Si vous voulez, la dernière question qui est importante peut-être à se poser, c'est de savoir s'il y a encore des traces du sankarisme. Exactement. Aujourd'hui, quel est l'héritage ? Voilà. Alors, d'abord, première chose, on n'est plus dans cette espèce d'illusion marxiste qui voulait que l'Afrique pourrait se libérer par ce mouvement. Et c'est ça qui a bénéficié à Sankara, ce que disait Hassan, la guerre froide et son côté révolutionnaire. Mais d'une certaine façon, le nationalisme africain aujourd'hui est beaucoup plus centré vers le populisme, respecte beaucoup plus les ethnies et surtout a du mal à se séparer de la France. Regardez l'exemple du Mali, c'est ni avec la France ni sans la France. Ce sont au fond toutes les données du problème actuel dans ces relations entre France et Afrique. C'est la fin de cette première partie de Demain la Une. Un grand merci à Hassan Diop d'avoir été sur ce plateau. Merci Gauthier Rybinski pour toutes ces précisions. Restez sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission. France Info et France 24 présentent. Plongé au cœur d'un pays à la une de l'actualité, c'est le rendez-vous que vous donne Le Monde dans tous ses états. Chaque semaine, désormais, partez à la découverte des grands enjeux qui animent le monde avec nos reportages, nos envoyés spéciaux sur le terrain, le décryptage d'un grand témoin. C'est sur France Info et France 24.